Bonjour à tous. Donc, je vous présenterai la société Axway un petit peu très rapidement à la fin de mon intervention. Je vais démarrer en fait la présentation qui va avoir 3 parties par un petit rappel historique, on va dire. Donc c'est aussi un peu pour détendre l'atmosphère, briser un peu la glace au début. Ensuite, je vais vous parler d'une étude qu'on a pu faire aussi sur la transformation digitale et comment en fait l'intégration devient importante dans ce contexte de transformation digitale. On a vu que c'était difficile de changer des applicatifs historiques. Néanmoins, il faut aller plus vite, il faut toujours mieux répondre à de nouvelles demandes du métier et des clients. Et puis à la fin, j'aurai un petit résumé d'un cas client concret qui vous montre comment on peut mettre en place tout ça de manière pratique. Je vous propose de répondre en préalable voilà. à votre intervention, un petit sondage donc sur evals.fr. Quelle stratégie privilégiez-vous pour moderniser le portefeuille applicatif ? Est-ce qu'il s'agit de remplacer tout ou partie des outils on-premise par du SaaS, plutôt de mettre à niveau les solutions existantes, de les étendre à travers des API ou des outils de type low-code, ou est-ce que vous n'avez pas prévu à l'heure actuelle de changement majeur ? Très bien, je vous laisse la parole. Merci. Et puis on va pouvoir enchaîner aussi, je vais présenter la première slide et ensuite il faudra enchaîner sur la question d'évaluation qui est aussi pertinente pour la présentation. Donc voilà, pour être un leader digital en 2020, il faut innover avec vos données, c'est ce qui est marqué. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut étendre leur usage, donc faire en sorte qu'elles soient actionnables, je dirais, par les gens chez vous, par vos partenaires, peut-être aussi fournir des accès à vos clients. Donc qu'elles soient faciles d'utilisation. On verra comment, dans la partie historique, la notion de facilité va être aussi très importante. Et puis, ça va vous permettre de créer de nouvelles expériences clients. Alors, ce que je propose, c'est, en fait, je ne sais pas si on peut passer sur la question d'évaluation, parce que ça, c'est pas celle qui était censée être pertinente pour mon intervention. Donc, je ne sais pas, ou alors on le fait à la fin, comme vous voulez, mais ce serait peut-être mieux de le faire au début, si c'est possible. Non, pas de... ouais, je commence alors. Voilà. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que cet objet ? Alors, c'est un peu le schmilblick pour les plus anciens d'entre nous. Ils se rappellent peut-être de ce jeu. Oui, qui a reconnu l'objet en question ? Non. Alors, il y a 2 réponses, parce que là, aujourd'hui, on a un axe métier et un axe IT. Alors, si je suis sur un axe IT technologique, je vais dire c'est une tablette d'argile sur lequel il y a des choses qui sont inscrites. Et puis, si je suis dans un axe métier, je dis c'est la première application métier au monde, en fait, parce que c'est effectivement une tablette avec des inscriptions cunéiformes. Et les premières, donc ça date en gros de 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça a été inventé dans la région qui s'appelle aujourd'hui l'Irak, qui est connue pour d'autres raisons, mais qui est une des sources de la civilisation, de notre civilisation. Et les premières tablettes qui ont été retrouvées, ce ne sont pas des odes à des dieux, des poèmes, etc., mais c'est des livres de contes. Alors qui peuvent être le nombre de bœufs qu'on a amenés au temple, qui peuvent être la liste en fait des impôts. Là aussi, c'est important, les impôts, tout de suite. Donc ça c'est la première application métier. Et à l'époque, les gens qui savaient utiliser cette application, c'était des utilisateurs très spécialisés qu'on appelait des scribes. Ils avaient des outils performants, ils avaient ces tablettes en argile, ils avaient des outils pour écrire dessus qu'on appelait des calames, et c'était une caste très importante, reconnue, riche et totalement incontournable, puisqu'il n'y avait pas grand monde qui savait écrire et lire ces choses-là par eux. Alors j'ai un peu zappé pour aller vite, puisque l'intervention est relativement courte, j'ai zappé la partie égyptienne, on aurait pu parler des hiéroglyphes, etc. On ne va pas le faire. On va passer tout de suite vers l'an 1000, et vers l'an 1000, alors il y a eu des évolutions technologiques très très importantes.
La première, c'est qu'on n'écrit plus sur des tablettes en argile, parce que c'était quand même un peu compliqué. Il fallait les faire sécher, il fallait ensuite, si elles tombaient par terre, elles se cassaient, etc. Donc on va écrire sur du parchemin ou sur du vélin. Et l'autre invention technologique qui est très importante, c'est l'alphabet. Parce que là, dans l'écriture cunéiforme, c'est des logogrammes, ce sont des idéogrammes. Pour écrire quelque chose, il faut plusieurs milliers de signes. Avec l'alphabet, on en a à peu près une vingtaine. Ça dépend un petit peu des alphabets, etc. Mais par contre, c'est toujours des gens très spécialisés qui sont... Alors là, on a mis un moine copiste. C'est des gens qui savent écrire, qui écrivent non plus avec un calame, mais avec une plume. C'est un peu plus pratique. Et puis, pour pas les déranger, pour pas qu'ils fassent de fautes en copiant, on les met dans des monastères où là, ils sont très très isolés. Et malgré tout, ils font des fautes, puisqu'on a retrouvé énormément de fautes dans les manuscrits du Moyen-Âge qui se sont répétés de version en version. Alors, je vais à toute vitesse, donc je vais zapper l'invention de l'imprimerie, etc. Et j'arrive vers les années 1870, fin du 19e siècle, où il y a en fait maintenant Jules Ferry, l'école obligatoire. Donc on a remplacé le vélin par du papier. La plume d'oie, c'est la plume sergent-major. Et on est dans des salles de classe où là, à peu près, il y a on va dire, tous les citoyens qui sont en train d'apprendre à écrire sous la houlette d'un maître qui leur apprend comment faire et qui les récompense quand ils sont méritants. Et puis aujourd'hui, en fait, on a fait un progrès considérable, puisque maintenant, on n'a même plus besoin de savoir écrire, puisqu'il y a les assistants vocaux. Et du coup, on est passé de gens qui étaient très spécialisés à des gens qui sont un peu moins spécialisés, à toute une classe d'âge. Et maintenant, à la limite, tout le monde peut écrire, puisqu'on n'a plus besoin de savoir écrire. On sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent plus écrire à cause des SMS, etc. Donc, voilà. Et alors, pardon, là, j'ai fait une bêtise parce que j'ai mis une référence américaine. Donc, on m'a dit, non, il faut plutôt avoir des références françaises. Donc, je vais passer sur l'équivalent en référence française. Donc là, maintenant, plus d'excuses. Tout le monde peut avoir accès à l'écriture. Si je fais une petite transition toujours historique, si je mets ça dans un contexte informatique, envers les années 50, c'est le mainframe, les systèmes Z, notamment d'IBM. Et là, on va retrouver un peu l'équivalent des moines copistes ou des scribes assyriens, parce que c'est des gens qui savent manipuler les ordinateurs, qui vont parler du langage machine, qui vont avoir des privilèges pour pouvoir accéder à toutes ces choses-là. Alors, on voit qu'il y a un monsieur très bien habillé avec un costume, une dame en tailleur, etc. Donc là, c'est vraiment aussi une caste quelque part de privilégiés qui va pouvoir accéder à ce langage-là. Dans les années 80, c'est l'invention de l'ordinateur personnel. Moi, je suis un ancien d'IBM, c'est pour ça que j'ai pas mis Apple, mais bon, après, on verra que ça va finir par arriver. Et là, du coup, la personne est toujours très bien habillée, elle a un gilet, une cravate, mais elle a laissé quand même tomber le veston. Si on va dans les années 2010, là, on va retrouver les tablettes. Alors, c'est plus les tablettes en argile, hein, c'est les iPads, c'est les tablettes Android, etc. Et là, tout ça est beaucoup plus décontracté, puisque maintenant, un peu tout le monde peut avoir accès à ces outils-là. Et on n'a plus besoin de connaître les langages de programmation. Tout ça est devenu très très facile d'utilisation. Et puis maintenant, je vous l'avais déjà vu, donc c'est toujours, voilà, on revient à une tradition orale. On ne va plus avoir besoin de savoir écrire. C'est quand même très très pratique. Et puis c'est toujours des applications métiers parce qu'on peut commander des pizzas avec, on peut éteindre la lumière, on peut rallumer la télé, etc. Alors qu'est-ce que tout ça a à voir avec le sujet d'aujourd'hui? Donc là je fais une petite transition abrupte. On a aussi réalisé chez Axway une étude auprès à la fois de responsables métiers et de responsables informatiques dans différents secteurs industriels. Et ce que nous disent là les responsables métiers, les décideurs métiers, c'est pour pouvoir faire des projets digitaux, ce qui est important, les motivations, ça va être déjà, je suis désolé, je n'ai pas traduit en français, mais on va regarder au moins les 3 ou 4 plus importants, c'est de pouvoir innover rapidement pour pas être disrupté, parce qu'il y a des startups, si on est dans le domaine financier, il va y avoir des fintech, etc. Et puis
les gens qui sont sur des entreprises qui ne sont plus des startups, il faut quand même qu'ils arrivent à pouvoir aussi innover, au moins aussi rapidement, peut-être plus rapidement que ces gens qui rêvent de les remplacer. Si on regarde la partie des paiements en Chine, toute la partie paiement, maintenant, c'est Alibaba, c'est donc les équivalents là-bas des Google, etc. C'est de créer de nouvelles expériences clients. C'est aussi de pouvoir comprendre et créer de la valeur pour les clients. Et il y en a un certain nombre comme ça, donc, qui ont été listés. Et puis si on regarde toujours dans la même étude, ce qui bloque ces souhaits de transformation, c'est notamment, j'en ai fait ressortir deux, à gauche, la complexité d'intégration. Donc on parlait tout à l'heure, on disait oui, mais on ne va pas changer notre ERP du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'il faut aller plus vite, mais on a toujours une partie des outils qui sont les outils qui ont été mis en place il y a 10, 15 ou 20 ans. Idem pour les mainframes, ça date des années 50, mais il y a encore énormément de sociétés aujourd'hui qui utilisent les mainframes et qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui rêvent de remplacer les mainframes et puis on les revoit 10 ans après, ils ont toujours quand même le mainframe d'une certaine façon. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'intégration avec ces systèmes qui ne sont pas prévus pour faire de l'innovation, etc. Et puis le manque de ressources techniques. Et si on va voir, on demande cette fois-ci aux leaders dans le domaine informatique sur ces projets d'intégration, comment ils envisagent les choses. Alors peut-être qu'il y a 10 ans, ils auraient dit c'est pas compliqué, moi j'ai mes équipes d'intégrateurs, c'est des gens brillants, etc., des spécialistes d'intégration. Et il suffit d'aller les voir, et puis là, on va voir le spécialiste d'intégration, et puis il va demander des spécifications détaillées, et puis il va dire que c'est compliqué, et puis il va dire voilà, je vais vous faire un premier prototype dans 6 mois, etc. Donc maintenant, les leaders IT ont compris que c'était pas forcément la meilleure façon de faire, ou en tout cas la plus rapide, et 86% dans l'enquête qui est réalisée disent 86% en fait des intégrations, ça peut se faire en dehors de l'IT. En dehors de l'IT, donc avec des utilisateurs qui sont des nouveaux intégrateurs. Donc là, vous avez le spécialiste intégration à l'ancienne. Il a un certain âge, il a un peu les cheveux grisonnants comme moi, mais il est toujours là. Et puis il y en a d'autres qui sont plus là parce qu'ils sont partis en retraite. Et puis quand ils sont remplacés, comme les budgets IT, généralement ils ne sont pas en expansion, ils ne sont pas toujours remplacés malgré tout. Et puis il y a de nouveaux intervenants sur cette partie intégration, alors ce qu'on appelle aussi les ad hoc integrators, et puis ce qu'on appelle les citizen integrators. Et là, si on regarde rapidement ce que font ces gens-là, le spécialiste intégration, lui, il continue à faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire qu'il va gérer des intégrations compliquées. Tout ce qui est rapport avec le legacy, c'est lui qui va s'en occuper, parce que si on doit aller faire des interventions sur un système ERP, sur un système de facturation, c'est quand même bien de faire un peu attention à ce qu'on fait et de ne pas tout casser pour innover. Et puis, il va pouvoir coacher, définir des standards, etc. Et il est 100% toujours dédié à cette tâche d'intégration. Les intégrateurs ad hoc, ce sont des développeurs qui vont développer des nouvelles applications qui, selon les organisations, peuvent être dans l'organisation informatique classique ou dans l'organisation digitale. Et eux, ils vont faire des travaux d'intégration, mais pas que, ils vont aussi développer les applications. Et puis après, les citizen integrators, c'est un peu tous les gens qui aujourd'hui sont dans les entités métiers, qui ont un côté un peu technophile. Alors en anglais, c'est tech savvy. Donc je me dis, comment est-ce qu'on traduit tech savvy? J'ai dit technophile. Donc voilà. Et eux, ils vont pouvoir faire des intégrations, mais généralement, ils ne savent pas trop coder, etc. Donc c'est plutôt des intégrations simples. Et puis, il faut leur donner des outils qui sont des outils low-code, no-code, pour pouvoir leur permettre de faire un certain nombre de choses. Ils ne savent pas utiliser la tablette d'argile et le calame, mais par contre, si on leur donne des outils qui vont bien, ils vont pouvoir aussi y arriver. Alors, un exemple client, de savoir comment ça se passe. Donc, c'est un vrai client. Je l'ai un peu anonymisé et puis je l'ai un peu simplifié parce que si j'avais dû raconter toute l'histoire client, ça aurait été un petit peu long. On aurait passé la matinée dessus. Mais là, c'est un cas très simple. C'est un client qui est dans le domaine de l'énergie et des utilités. Il a un problème de facturation. Il a fait des missions. Il y a des gens qui vont aller sur le terrain, qui vont aller faire des relevés, qui vont aller réaliser des prestations. Il a besoin de récupérer les évidences pour facturer ses clients. Et derrière, en gros,
il y a de multiples applications sources qui doivent être coordonnées. Et ça met entre 1 et 2 mois pour sortir une facture, avec un processus qui aujourd'hui est essentiellement manuel. Alors que se dit le directeur informatique de cette société? Il dit il faudrait que je puisse, dans ce contexte-là, fournir des outils qui soient plus simples. Donc je ne vais pas changer mon vieil ERP parce que ce serait trop compliqué. Mais par contre, peut-être ce que je peux faire, c'est aller dans une application SaaS. Donc là, ça fait partie des quelques-uns dans l'étude qui était présentée auparavant par CIO qui dit nous, on va aller dans le SaaS. Et ils ont choisi de mettre un ERP dans le SaaS. Alors, ils ont utilisé Workday. J'espère que, comme les gens de Workday parlent après moi, qu'ils seront d'accord pour dire que ça correspond à un ERP. Mais en tout cas, ça va leur permettre, eux, de faire des facturations plus agiles. Et puis, il y a un autre outil qui est une appli logistique et qui est aussi dans le SaaS. Maintenant, la problématique, c'est de dire comment je fais pour faire communiquer ces nouvelles applications SaaS avec mon existant. Et c'est là, alors on a appelé ça, il y a toujours des noms très très impressionnants en anglais, c'est le two-leg challenge, donc c'est de pouvoir faire communiquer les applications SaaS entre elles, les applications cloud entre elles, et puis l'existant. Et puis on va parler d'intégration self-service. Alors comment ça se passe? Aujourd'hui, j'ai mon ERP historique. La première chose que fait ce client, c'est qu'il va demander à son spécialiste intégration d'exposer les fonctions de l'ERP via des API, qui sont des API interprétables par des gens qui ne sont pas des spécialistes d'intégration. Donc déjà, il va y avoir une présentation, une simplification de l'accès à ces ERP, à ces systèmes classiques, via une couche d'API. Donc dans le cas que je présente là, c'est hyper simplifié, donc on va voir la transition uniquement dans un sens, mais bien entendu, il faut savoir écrire dans les systèmes existants, il faut aussi savoir récupérer des informations. Et voilà. Et puis de l'autre côté, il y a l'application, donc là je vais parler uniquement de l'application ERP dans le SaaS, Workday, et ça, on dit, ça va être le Citizen Integrator qui va paramétrer, parce que quelque part, ça va être uniquement du paramétrage. C'est un peu là aussi simplificateur, mais c'est donc le Citizen Integrator qui va pouvoir faire cette tâche-là. Donc avec une nouvelle application de facturation qui va être plus simple à utiliser, etc. Et par contre, reste à connecter les deux briques ensemble. Et c'est là où nous, typiquement dans ce cas, on intervient avec un outil qui fait partie de notre plateforme Amplify, plateforme d'intégration, et qui est, alors l'outil s'appelle Integration Builder, c'est le domaine si on regarde le domaine informatique ouvert, c'est ce qu'on va appeler de l'IPaaS, donc Integration Platform as a Service, et ça va permettre très rapidement à des gens qui ne sont pas des spécialistes d'intégration, comme l'intégrateur ad hoc là, que j'avais présenté précédemment, de pouvoir réaliser cette intégration. Alors comment ça se passe? Dans un premier temps, il y a l'API qui a été créée vers le RP Legacy. Cette API, elle va être présentée au sein de la plateforme d'intégration par l'intermédiaire d'un connecteur. Un connecteur, c'est quelque chose qui va faire encore un niveau d'abstraction plus métier par rapport à un API qui peut être parfois un peu technique. Et puis, donc ça, je vais pouvoir aller me connecter avec mon existant informatique. Workday, alors ça tombe très bien parce que dans l'outil qu'on fournit, il y a déjà un connecteur Workday. Donc il n'y a pas besoin d'aller créer des choses, il faut juste l'utiliser. Et là, ce que va faire donc l'intégrateur ad hoc, c'est dans un mode qui va être un mode no-code ou low-code, pouvoir créer un flux qui va déjà faire le lien Workday vers le RP classique. Ce flux-là, il va pouvoir être actionné par les utilisateurs. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, donc le lien est réalisé. Et dès que on va créer une facture en fait en utilisant le logiciel SaaS Workday, ça va venir automatiquement copier la facture, transmettre les informations de la facture dans le RP classique. Alors là, je ne montre qu'un sens, bien entendu. Pour émettre la facture, si vous vous rappelez du cas client, j'ai besoin de consolider aussi des données de différentes sources. Il faut bien entendu que j'ai aussi la communication dans l'autre sens pour pouvoir le faire. Mais très rapidement, on a la capacité de pouvoir faire cette automatisation. Voilà, je pense que j'ai fait l'intégralité de ma présentation. Si je résume, en fait, c'est quand même une conférence qui est destinée au DSI. Donc, ce sont des outils qui vont permettre un nouveau positionnement de l'IT. Donc, avant, on avait l'intégration spécialiste qui était un petit peu
le point de convergence, le chemin critique, etc., et qui était dans un rôle où on centralisait ces fonctions-là, où les fonctions métiers étaient dépendantes. On parlait de grands programmes, de grands projets qui duraient 18 mois, 24 mois, etc. Et on avait affaire à une spécialisation. Et bien entendu, ça n'allait jamais assez vite, ce n'était pas bien fait. Quand on avait réalisé le premier prototype, 6 mois après, on se rendait compte que c'était pas ça qu'il fallait faire, ou soit qu'on avait mal compris, soit que ça avait changé entre-temps. Et l'idée maintenant, c'est d'avoir toujours le spécialiste. On a toujours besoin d'experts comptables, hein, donc c'est pas parce qu'on a des outils qui permettent d'être plus alerte par rapport à ça qu'on n'a plus besoin de spécialistes, mais c'est vraiment d'avoir une capacité self-service et d'avoir l'ensemble en fait des utilisateurs métiers, des différents nouveaux types d'intégrateurs qui vont pouvoir accéder via un portail souvent de self-service, via des outils appropriés à ces compétences, et dans un esprit d'autonomiser en fait les utilisateurs métiers, dans un esprit de pouvoir quand même définir une certaine gouvernance pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi, et d'avoir une communauté d'échange à ce niveau-là. Je pense que c'est le bon moment peut-être pour... Voilà, c'est ça. Donc, alors on vais demander d'afficher les résultats à la question, puisque nous avons les réponses à la bonne question, cette fois, j'espère. Je crois que, par contre, il faut la remettre parce qu'elle a disparu. Là. C'est moi qui ai... Non, c'est pas moi. C'est en régie, vous inquiétez pas. D'accord, ok, très bien. Voilà, donc la question qui était le principal frein à vos initiatives digitales. Donc on voit que le premier frein, ça reste assez classiquement les enjeux budgétaires et organisationnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'en deuxième place, c'est les difficultés d'intégration et l'existant peu agile, qui est quand même une réalité pour beaucoup d'entreprises. On voit que c'est vraiment le deuxième cas. Il y a 4% qui ne rencontrent pas de frein. C'est très bien, je les félicite, ceux qui ne rencontrent pas de frein. Le côté un peu surprenant pour moi, c'est de voir qu'il n'y a pas de manque sur les compétences techniques, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous êtes bien outillés de ce côté-là. Et c'est un peu en contradiction avec, par ailleurs, l'étude qu'on a réalisée. Mais c'est intéressant de voir que, effectivement, les enjeux budgétaires, c'est un point important. Et puis, les difficultés d'intégration, c'est aussi un point qui est plus en phase avec la présentation que j'ai pu faire aujourd'hui. Pour le côté budgétaire, il y a aussi le fait que l'utilisation qu'on peut faire d'applications SaaS, etc., généralement, elle est sur des modes de facturation qui sont plus progressifs que des implémentations classiques. Et donc, vous allez pouvoir, là aussi, gérer votre budget en fonction de l'utilisation que vous allez faire de ces applications-là. Je vous remercie de votre attention. Bien entendu, nous sommes présents dans la salle... dans l'antichambre, on va dire, et puis n'hésitez pas à venir nous voir, je serai présent ainsi que mes collègues pour pouvoir adresser vos questions si vous en avez. Juste quelques mots concernant Axway. Donc, on est une société française, on est les seuls, je dirais, intégrateurs indépendants, les fournisseurs de solutions d'intégration indépendants, quand on va regarder les autres sociétés sur le domaine, on va trouver des grandes sociétés qui ne sont pas spécialisées forcément dans ce domaine-là et qui, pour certaines d'entre elles, peuvent peut-être venir un peu concurrencer vos activités, que ce soit avec des Amazon pour le commerce, que ce soit des Google qui prennent des parts importantes de certains aspects. Et puis, on a plein de ressources en ligne aussi. Donc là, vous allez les trouver dans la présentation. Et vous allez pouvoir aller investiguer un petit peu mieux sur ce qu'on peut vous proposer. Il y a des témoignages clients, il y a des webinaires qui ont été enregistrés, des vidéos, etc., etc. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de pouvoir échanger avec vous à la pause.